Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de NRTV Fait sa culture. Au programme cette semaine, de l'architecture, de la photographie et aussi du théâtre. Mais pour commencer, je vous propose que nous nous rendions à l'espace. On vous en parlait dans l'info de la semaine dernière. Le site ouvrait ses portes vendredi dernier pour permettre au public de découvrir le projet d'architecture qui transformera le lieu, mais aussi pour rencontrer les artistes qui cohabitent sur place. Nous y étions pendant les festivités. C'était l'occasion pour nous de prendre un peu la température des lieux et de demander à chacun et chacune leurs envies et objectifs par rapport à ce projet. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui rentrent et qui ne savent pas trop quoi faire, on ne sait pas pourquoi ils sont venus. Et il y a des gens qui sont tout à fait heureux de découvrir mon travail, ce que je fais. Et moi je suis juste dans l'écoute, j'entends les gens monter, descendre. Je trouve que c'est une super ambiance et j'ai juste envie de descendre dans la rue en bas pour aller boire un verre et dans l'ambiance. Je pense que ça sera une belle journée. Je suis arrivée ici, il doit y avoir maintenant bientôt 15 ans. C'est ici que je viens pour créer, c'est un lieu de méditation, de création qui est fait que pour ça, où je viens m'isoler. Pour nous, la matière première et le point de départ du projet qu'on a proposé dans le cadre de ce mandat d'études parallèles, c'est véritablement finalement les bâtiments existants qui finalement ont une double dimension, celle finalement de leur échelle urbaine qui comprend finalement tous les vides et les pleins, à savoir les bâtiments et puis tout ce qui se passe entre les bâtiments. Des espaces, on dira, semi-publics qui sont riches parce qu'on a à la fois des rues, des ruelles, des passages, des passerelles. Et donc c'est tous des éléments qui nous ont passablement inspirés, ce d'autant plus qu'on les pratique chaque jour, sachant que notre bureau est sur le site. Et puis le deuxième élément, c'est l'architecture à proprement dit des bâtiments existants qui à la fois sont les témoins d'une industrie du début et de la moitié du XXe siècle. Mais c'est aussi des bâtiments qui démontrent aujourd'hui leur flexibilité, sachant que tous les locaux ont été finalement légèrement transformés pour finalement recevoir une nouvelle affectation qui n'est plus cette affectation initiale, à savoir industrielle. Donc, je suis arrivé ici en 2001. J'ai mis une année quand j'ai découvert ce lieu qui était une friche industrielle, qui était insalubre, qui était avec des machines dedans, j'ai senti ce lieu comme stimulant. Moi, je suis ravi. En plus, bon, par hasard, ce sont mes voisins d'atelier. Je pense que c'est des architectes intelligents, intéressants et qui ont su respecter le lieu. Et on sera entouré de bâtiments très intéressants avec une passerelle, le mélange des artistes, faire des ateliers peut-être pour de provisoires avec un lieu culturel que j'espère sera de très haut niveau. Bon, moi, j'aime pas trop les changements, j'ai toujours peur. Puis après, je me dis, mais non, il y a du positif, ça va sûrement être super. Soit j'aurai un nouvel atelier où ça sera génial, soit j'aurai peut-être celui-ci qui sera rénové. Soyons positifs et il y aura beaucoup plus de monde, il y aura peut-être de l'ambiance, plus d'ouverture d'esprit, plus d'artistes. Moi, je pense que ça sera bien. Alors, le projet, je ne l'ai pas encore étudié de fond en comble, mais spontanément, je le trouve très esthétique. Maintenant, ce que j'attendrais, on a quand même une partie des bâtiments qui est classée. Il y avait une ancienne usine ici. Moi, je suis passionnée d'histoire, donc c'est vrai que j'ai envie que cette âme-là, elle demeure. Et c'est ce qu'on voit dans cet atelier. Les gens qui arrivent ici, ils ont énormément de plaisir. Ils sont surpris, puis à la fois, ils trouvent qu'il y a une âme. Et j'ai un petit peu peur qu'on perde cette âme-là si on modernise tout. Donc c'est vrai qu'on maintienne, qu'on conserve quand même cet esprit-là.
on a véritablement essayé, après avoir analysé, on dira, ces éléments qui sont à notre disposition, de pouvoir finalement intégrer ces différentes qualités, du moins essayer de les intégrer à ce nouveau projet qui nous a été demandé, soit une densification et puis une construction, on dira, de la suite du site. Alors la première inquiétude était de ne pas être dans ceux qu'on doit transférer, parce que c'est vrai que j'ai 30 ans de travail, c'est un atelier où je ne veux absolument plus jamais en sortir, ce sera ma tombe. Mon mausolée, ma pyramide. J'ai une association, peut-être ce sera même un lieu je souhaiterais qu'il puisse être même perduré après mon décès pour devenir peut-être un showroom, et on pourrait accueillir peut-être encore 2-3 artistes de mon ancien collectif, peut-être Gollet Berthola, comme une sorte de petit musée ou espace, ça pourrait être très 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 bien. Non, les inquiétudes, bien c'est clair que là on a des loyers modérés, on est à prix coûtant, donc effectivement, on a la promesse d'être logé. Je crois que notamment cet espace-là, il va rester, mais je ne sais pas si les transformations se font, si on augmente drastiquement, c'est clair que ça pourrait être un problème. Alors c'est vrai que la Maison des Arts et de la Culture, qui est proposée, on dira, en aval du site, donc le long des voies de chemin de fer, nécessitait, on dira, le fait de réfléchir non seulement à l'atelier, à son activité, mais aussi au fait de pouvoir le coupler avec un logement, sachant que la Fondation souhaiterait pouvoir aussi proposer des résidences artistiques qui proposeraient du coup à des artistes de travailler, mais aussi de loger dans le même bâtiment. C'est pourquoi on a d'abord pensé, on dira, aux interactions qu'on pourrait avoir ou que les artistes pourraient avoir entre eux. Je crois que la seule chose que je souhaiterais rajouter, c'est que ce projet puisse se concrétiser dans les meilleurs délais et qu'il puisse finalement continuer à accueillir et à réunir finalement toutes ces personnes, ces métiers, ces activités différentes qui sont vraiment riches au quotidien quand on se trouve sur ce site et qu'on y travaille. Dès vendredi et jusqu'au 4 mars 2018, le Château de Prangin propose la 26e édition de Swiss Press Photo, qui est consacrée aux meilleures photos de presse suisses de 2016. Une magnifique exposition que nous sommes allés voir en compagnie de la conservatrice des lieux. Cette exposition, en fait, est l'idée de M. Michael von Graffenried, qui est photographe lui-même, que certains connaissent bien, et qui a créé en fait ce concours de photographie de presse en 1991 déjà. Et son idée, c'était de faire voir ces photographies de presse qu'il estimait intéressantes parce qu'immédiates, et de les faire voir donc à la fois à travers un catalogue qui est édité chaque année et une exposition. Lui, en tant que photographe, il avait défini une notion qui s'appelle l'outing, c'est-à-dire de donner à voir ce qu'on ne voit pas forcément, pour 3 raisons, soit parce que la situation est difficile d'accès, soit parce qu'on ne sait pas voir ou parce qu'on refuse de regarder. Et si vous pensez à certaines photographies, je pense à celle-ci qu'on a sous les yeux, d'Anthony Hannet, qui représente des flamants roses dans un tire-parc de Berne, qui sont enfermés dans une serre. En fait, c'est une photo, finalement, on pense assez banale, mais c'est en fait une scène inhabituelle de l'ordinaire. Et c'est vrai que certaines années, on a eu des photographies très esthétiques. Je pense à Jacques Pugin qui avait fait des montagnes recouvertes d'un tissu pour la protéger contre la fonte des neiges. C'était presque des photos, je dirais pas qu'esthétiques, mais avant tout esthétiques. Et cette année, si je pense à Mark Henley, qui fait souvent des photographies en noir-blanc, là, il a suivi le président du Parti démocrate chrétien, Gerhard Pfister, toute une journée, sur un mandat d'ailleurs de ce politicien. C'est intéressant aussi de se poser la question du rapport entre les médias et les hommes politiques, qui a l'air peut-être de changer un peu. Et là, c'est des photos aussi avec un grain en noir-blanc, où l'esthétique est importante.
Oui, alors le lauréat de cette année de photographe de l'année 2016, si vous voulez, c'est Zalmay. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est son parcours, en fait, parce qu'il est lui-même réfugié, il est afghan, il a dû quitter son pays au moment de l'invasion de la Russie en 1980. Et pour lui, c'est très important, en fait, finalement, de témoigner et d'essayer de casser cette image du réfugié qui n'arrive peut-être pas à être à la charge de la société, qui n'arrive pas à s'en sortir. Et il en est un exemple vivant. Et il dit quelque chose de très touchant, c'est que souvent il est découragé parce qu'il couvre la souffrance humaine. Donc ses photos, son partage, c'était sur la jungle de Calais, ce fameux camp illégal qui a été vidé l'année passée. Mais il dit que par moment, il y a une très belle photographie où il a photographié, c'était une mise en abîme, un réfugié qui photographie son petit groupe d'autres réfugiés. Et il dit, ça c'est une étincelle d'humanité, parce qu'en fait ces gens n'ont rien, mais ils ont créé un lien, un début d'amitié, et ils ont de la bienveillance vis-à-vis l'un de l'autre, alors qu'on pourrait s'imaginer que chacun essaie de juste survivre. Et pour lui, ça lui donne encore la force de continuer à témoigner. Vous, personnellement, Oui. est-ce que vous avez un coup de cœur dans cette exposition ? On est peut-être plusieurs, mais je pense à une photographie. Alors, de nouveau, elle a peut-être rien de... Enfin, c'est un portrait. C'est plutôt par rapport à la personne que j'ai eu la chance d'entendre et de rencontrer. C'est cette Cathy Gannon, qui est cette fameuse journaliste canadienne qui a beaucoup bourlingué, qui en fait était souvent au duo avec la photographe Anjani Drigans. Et elles ont été grièvement blessées. Enfin, Anjani Drigans est décédée lors en fait, elle couvrait des élections en Afghanistan. Et Cathy Gannon, elle, en fait, a survécu, mais elle a été grièvement blessée. On voit cette photographie où elle met son bras en avant qui a été pratiquement déchiqueté, l'autre main aussi très abîmée. Mais derrière cette photo très naturelle, très simple, on sent encore la joie de vivre de cette femme. Alors cette exposition, je dirais qu'elle s'adresse à tout public. Disons, c'est peut-être moins le cas des photographies de World Press Photo qu'on va aussi montrer, où là, certaines photographies sont très dures sur la guerre. Par exemple, en Syrie, on voit des enfants morts, sortis des décombres. Mais je dirais que Swiss Press Photo s'adresse à vraiment un public à la fois familial, à la fois d'amateurs de photographie bien prise, et aussi d'amateurs d'actualité. Et je pense que tout public a du plaisir à repasser l'année 2016, si vous voulez, parce que c'est des photos de l'année 2016 primées en 2017, et à revivre cette année, tout d'un coup en étant attiré par peut-être des événements qu'on a oubliés. C'est à voir donc au Musée national suisse Château de Prangin à partir du 10 novembre jusqu'au 4 mars 2018. L'horaire est du mardi au dimanche de 10h à 17h. Et puis je me permets d'ajouter qu'on aura une journée spéciale photographie de presse, donc vraiment ouverte à la fois avec des ateliers pour les enfants, un partenariat avec le magazine L'Illustré et surtout des photographes présents qui expliquent leur travail, qui ont été primés dans le cadre de Swiss Press Photo. Et ça, ce sera le dimanche 4 février de 10h à 18h. Vous trouverez toutes les infos utiles sur www.nationalmuseum.ch, rubrique Château de Prangin. Toujours Prangin avec le TAP, le Théâtre Amateur de Prangin, qui est une véritable institution et qui fête cette année ses 55 ans. Pour fêter dignement cet anniversaire, la troupe propose un spectacle humoristique jusqu'au 18 novembre. La pièce s'appelle Knock, ou Le Triomphe de la médecine, qui se joue au Morette. Une comédie mise en scène par Thierry Roland. Thierry Roland que nous avons rencontré sur place en compagnie de la présidente de la troupe. On fête nos 55 ans, ce qui est quand même magnifique de penser qu'on a pu traverser 55 ans en faisant des projets chaque fois très différents, avec des gens très différents. Et cette année, en fait, le challenge qu'on a, parce qu'on prend conscience qu'on a besoin de se renouveler, l'objectif de faire venir les jeunes et puis de renouveler notre public. En fait, on est ravis parce qu'on voit aussi que le choix de la pièce, Knock, ça parle à beaucoup de gens,
On l'a tous peut-être un petit peu travaillé, soit en entier, soit partiellement à l'école. Et puis voilà, ils se disent « Ah, Knock, oui, ça vous gratouille ou ça vous chatouille, ça c'est resté dans les mémoires. » Donc, ils sont curieux de voir ce qu'on en fait. Les malades ne vous jouent pas le tour d'aller consulter le chef. Un personnage absolument manipulateur qui arrive en fait à capter suffisamment l'attention des gens. C'est un gourou et à faire en sorte pour vérifier ses dires, ses principes, sa méthode, de mettre presque toute une population au lit. Enfin, pour l'instant, il n'y en a que 250 au lit, mais il le dit, j'aimerais mettre toute une population au lit, mais je n'oserais pas. Toute personne bien portante est un malade qui s'ignore, donc on va creuser beaucoup plus. Et dans cette folie montante, j'expliquais aux comédiens qui jouaient Knock que moi, je revoyais cette folie de Chaplin dans Le Dictateur, quand il joue avec le ballon. Knock, il joue avec la maladie de la même façon, hein, jusqu'au moment où ça va peut-être péter, mais... Monsieur, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est le metteur en scène qui nous l'a proposé, après avoir fait beaucoup de recherches, parce que comme on était 12 comédiens sur le projet 2017, il fallait trouver une pièce qui s'adapte à ce nombre-là, entre le nombre de comédiens et comédiennes, et tout à coup, il a vu ça dans sa bibliothèque, il s'est dit Knock, pourquoi pas? Il y a un rôle très fort, et puis il y a des rôles qui viennent graviter autour, mais qui ont vraiment tout leur sens, parce que sans ces rôles-là, sans ces personnages-là, il n'y a pas de pièce. Voilà. En d'autres termes, j'aurais dû apporter une provision d'asticots et une canne à pêche, mais peut-être trouve-t-on ça là-haut. La situation commence à devenir limpide. Le premier temps, on s'est vu une fois par semaine pour des exercices uniquement de théâtre. Alors, fin août et septembre, c'était 2 répétitions par semaine, puis octobre, 3 répétitions par semaine avec les samedis. Ça prend quand même beaucoup de temps pour des amateurs qui ont tous un emploi à côté, et donc ils arrivent le soir à 7h30 après une journée, puis il faut switcher comme ça au niveau théâtral. Ça fait aussi de bien, c'est un côté un peu récréatif. Mais c'est pour ça qu'il faut que ça soit, faut qu'il y ait une harmonie, il faut qu'il y ait un travail de confiance. Proteste, mon ami, proteste! Je voudrais surtout détromper le docteur Knock. Alors la particularité, c'est au niveau des décors en fait. Parce que le metteur en scène avait souhaité qu'on le fasse avec un décor style BD. Et du coup, on a rencontré notre graphiste dont on savait qu'elle faisait de l'illustration. On lui a proposé de faire les dessins, style Tintin. Et puis on s'est dit, formidable, on va faire ça très léger, on va imprimer des dessins sur des cartons Reboard. Formidable, ça sera fait en 2 coups de cuillère à peau. Et c'était tout le contraire, puisque les dessins, c'était parfait. La commande du dessin, ça a bien fonctionné, mais la livraison a posé des gros problèmes. Donc jusqu'il y a une semaine, on n'avait pas encore tous les décors et tous les accessoires. Donc c'était très chaud. Mais cette adrénaline, finalement, on en a besoin parce qu'au bout d'un moment, on se mobilise comme jamais. Les comédiens font corps et c'est vraiment la troupe qui est mobilisée. Et puis le spectacle démarre et puis c'est comme ça que ça marche, quoi. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer en ces termes. Le docteur a dit, le docteur a fait. Les représentations démarrent jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et la semaine suivante, on fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le soir, ça commence à 20h et le dimanche à 17h. Et pour réserver, soit ça se fait par le site, letap.ch, soit éventuellement à l'épicerie de Prangin, ou carrément à la billetterie à l'entrée. Oui, des roses, des marrons, des jaunes, des blancs verdâtres que vous imaginez. C'est que, justement, l'effet de saisissement que nous devons porter jusqu'aux entrailles de l'auditoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Notez encore que ce vendredi, de 19h à 21h, au local du Pré de Loie, au Tas de Doigts, vous pourrez assister à un spectacle pour les enfants de 6 à 11 ans, Le Cheval Magique. Ça se passe dans le cadre de la Nuit du Conte. C'est gratuit et vous pouvez réserver vos places auprès de la bibliothèque de Nyon. Voilà, nous nous retrouvons jeudi prochain pour un nouveau numéro de NRTV Fait sa culture. D'ici là, prenez soin de vous.